On est au 11e jour de guerre entre Israël et l'Iran. La tension est encore très, très élevée, surtout après les événements de la fin de semaine, lorsque les États-Unis sont passés à l'action en bombardant 3 sites névralgiques du programme nucléaire iranien. On a eu également un point de presse important du secrétaire à la Défense américain, Pete Hegseth, en direct du Pentagone au cours du week-end, qui nous détaillait donc l'opération Midnight Hammer, une opération qui aura duré à peu près une vingtaine de minutes samedi soir, impliquant 125 appareils américains. Éric Duchesne est professeur titulaire du département de sciences politiques à l'Université Laval. Professeur Duchesne, bonjour. Bonjour, Monsieur Dubé, merci de l'invitation. Ben, c'est un réel plaisir. Éclairez-nous un peu là, sur les événements de la fin de semaine. Comment vous voyez d'abord là, la décision américaine d'intervenir en Iran? Ben, je pense que vous avez bien situé la situation, mais aussi avec votre intervenant précédent, là. Donc, on sait très bien que c'est parti du conflit entre Israël et l'Iran. Le président des États-Unis avait quitté d'ailleurs le sommet du G7 avec Ananaskis, d'urgence. Puis il avait réuni son conseil. Là, on va se poser la question, comment est-ce qu'ils vont intervenir? Puis effectivement, il avait donné cet avis là, de 2 semaines, on va s'agir d'ici 2 semaines. Bon, de ce côté-là, on peut dire que c'est quand même, on peut souvent le critiquer, M. Trump, mais parfois, là, des petits mensonges comme ça, ben, ça peut servir la cause. Hein. Le fait qu'il a dit on va agir dans 2 semaines, alors on va dire que l'opération en elle-même a été bien menée. Alors, ceci étant dit, on peut se poser la question est-ce que c'était nécessairement là les bonnes mesures à prendre? Hein, on peut regarder ça sous 3 volets différents. Là, le volet de la crise elle-même, les effets sur la politique iranienne, puis les effets évidemment sur la politique américaine. Bon, si on commence sur l'effet de la crise, l'Iran était déjà là, ou je dirais plutôt le régime iranien était affaibli là, du fait que le Hezbollah, le Hamas et même les Houthis ont été très fortement affaiblis par Israël. Il y avait au sein même de la société iranienne, dans la société civile, là, on commençait à s'organiser face au régime. Ali Khamenei est au pouvoir depuis 36 ans, il a 86 ans, et les successeurs eux-mêmes sont divisés entre ceux qui veulent maintenir une voie, disons, un peu plus dure et d'autres mais qui sont prêts à s'ouvrir. Donc, est-ce que c'était vraiment le meilleur moment pour intervenir? Parce que évidemment, cette intervention-là va durcir le ton en Iran lui-même. Donc ça, on peut dire, c'est un peu les 2 volets. Bon, pour ce qui est des actions elles-mêmes, bon, M. Trump a dit que c'était un grand succès, mais de ce qu'on en sait, c'est que si on regarde du point de vue, est-ce qu'il y a eu des irradiations, ces choses-là, il semble que non, que l'uranium enrichi avait probablement été déplacé ailleurs, mais de toute façon, là, ben, ça vient ralentir les activités. Parce que là, vraiment, là, les opérations vont être fortement ralenties. Et là, ben, il y a ce que j'ai trouvé intéressant, c'est déclaration du vice-président russe, Medvedev. Il dit, ben, il y a d'autres façons d'acquérir des armements nucléaires. Puis, quand même, assez rapidement, là, M. Poutine a démenti ça. Je pense qu'on ne verra pas poindre une 3e guerre mondiale. Je pense que les Russes et les Chinois là, ont évidemment condamné, mais vont rester en marge. Ce L'autre qui est plus question qui est intéressant, qui est en suspens, oui. professeur Duchesne, c'est est-ce qu'il y aura une réplique? Est-ce qu'il y aura une réponse de l'Iran? Il y a eu certains bombardements sur Israël, mais est-ce que l'Iran va s'attaquer directement aux États-Unis, que ce soit sur certaines de ses bases, justement, à proximité? Est-ce qu'on va, puis là, je lisais aussi, est-ce qu'on va bloquer le détroit d'Ormuz, là où circule à peu près 20% de tout ce qui est gaz, tout ce qui est pétrole à travers le monde? Comment vous voyez la suite des choses? Ben, évidemment, là, vous savez,
contrairement à ce que peut en dire Monsieur Trump, il dit maintenant, là, qu'on a fait usage de la force, c'est le temps de négocier. Il faut s'attendre plutôt à une certaine escalade. Au Parlement iranien, là, déjà, on a voté un décret pour bloquer le détroit d'Ormuz, mais évidemment, ça va être le conseil des ayatollahs, si on peut dire, qui auront la décision finale à ce moment-là. Il peut y avoir des attaques sur des bases américaines. Je pense qu'il faudrait possiblement s'y attendre. Et de façon peut-être un peu plus, ce qui nous rappellerait la crise de 1979, là, s'il y a des Américains dans la région, on pourrait se retrouver avec une crise d'otages aussi. Les attaques directes sur les États-Unis, ben, c'est pas quelque chose qui peut s'organiser là, suite aux ces attaques-là, mais s'il y avait déjà des activités sur le terrain, tout ça pourrait se produire. Donc, ça nous amène, je pense, vraiment la question, puis moi, c'est ce qui me préoccupe le plus, là. Plusieurs théories en sciences politiques, et souvent, ben, les actions externes, souvent, visent des visées internes. Et puis, ce qu'on voit souvent, ben, on a vu par le passé très souvent que ces actions-là, pour créer un ralliement autour du drapeau, vont arriver à proximité des élections pour faire hausser la popularité du président. Dans ce cas-ci, c'est plus insidieux, c'est pas ce qu'on vise. Ce qu'on voit, on peut interpréter ça pour dire, ben, ça fait partie des attaques frontales de Donald Trump contre la Constitution américaine, c'est de s'approprier tous les pouvoirs. Et ça, ben, c'est quelque chose qui est franchement nouveau. On voit par ailleurs, puis ça, ben, c'est pas inédit là que il y a le fameux le War Powers Act. Là, on sait que c'est le Congrès qui peut déclarer la guerre. Le War Powers Act de 1973 dit que Trump aurait dû aviser le Congrès à moins qu'il y ait une attaque imminente. Bon, je ne crois pas qu'il y avait une attaque imminente. Le Congrès doit agir, là, doit autoriser d'ici 90 jours si les actions se poursuivent. Là, je vois que vous avez une petite question. Non, mais c'est parce que lorsqu'on regarde aussi la trame de fond de ça, quelles sont les réelles motivations? Parce qu'on a parlé de la menace nucléaire. Bon, alors là, est-ce que l'Iran était si près que ça d'obtenir l'arme nucléaire dans leur programme? On a soulevé la question que probablement l'uranium enrichi aurait été déplacé. Et là, il y a le changement de régime potentiel, ce qui au départ avait été écarté des théories, mais là, on le lit, on l'entend de manière très ouverte. Il y a même l'espèce d'acronyme MIGA qui a fait son apparition, un peu un clin d'œil à Make America Great Again, rendons la grandeur à l'Amérique. Là, c'est Made Iran Great Again. Est-ce que les États-Unis là risquent de s'embourber dans une espèce d'Irak 2.0 s'ils se mettent le doigt dans cet engrenage-là? Ben, c'est vraiment une très bonne question. Puis, tu sais, je pense que je vais être assez direct là-dessus. Le problème, c'est un peu ce à quoi on est habitué avec M. Trump. C'est du tout et du n'importe quoi. Vous savez, bon, il a saqué l'état-major au complet. Les spécialistes du Moyen-Orient ont été poussés dans les zones d'ombre. Puis, les services de renseignement américains eux-mêmes disaient que l'Iran n'était pas prêt, là, nécessairement, d'avoir un enrichissement là, d'un degré, disons, militaire. Et M. Trump a préféré écouter M. Netanyahou qui dit oui, bon, il y avait un danger direct à ce sujet-là. Donc, on voit là qu'un peu tout, puis là, ben, on voit dans l'administration même des déclarations qui sont contradictoires en disant non, on voulait simplement ralentir. Après ça, non, on revient, on va avoir un changement de régime. Donc, c'est très difficile de savoir à quoi s'en tenir parce que ce type d'opération-là, pensez, ben, normalement, là, il y a des spécialistes qui sont en place qui pensent à tous les scénarios, tous les alternatives, et on se prépare pour ça. Là, ben, ce qui est inquiétant, c'est le manque de préparation. Et pour moi, ben, c'est pourquoi, ben, j'insiste un peu là-dessus. Est-ce que c'est justement que la cible première n'est pas une cible qui est plutôt interne? On voit que M. Trump
aime beaucoup là, créer un certain chaos. On a vu à Los Angeles où la situation était quand même sous contrôle par les autorités locales, décide de fédéraliser la garde nationale durant les élections où ils disaient, bon, ben, les immigrants à des tonnes qui mangeaient les animaux domestiques. Ou au Colorado, c'était les gangs vénézuéliens. Ben, on dirait qu'il fait tout pour créer le chaos, puis peut-être ultimement en arriver à déclarer une loi Ouais. martiale pour Ouais, annuler les élections. Moi, c'est cet aspect-là que je je trouve vois. là, particulièrement là, dangereux. Éric Duchesne, professeur titulaire du département de sciences politiques de l'Université Laval. Merci beaucoup pour vos explications. Ben, avec grand plaisir. Et